Bienvenue dans La Truffe dans la gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. L'invité de ce jour est Sébastien Lefebvre, qui est maître de conférence en nutrition animale à Vétagrosup, donc l'école vétérinaire de Lyon, et qui a aussi un doctorat en biochimie sur le thème de la vitamine K. Cet épisode est réalisé en partenariat avec la gamme Virbac Veterinary HPM, qui a permis le financement du matériel et du montage. Donc j'ai proposé à Sébastien d'être notre premier invité pour ce premier épisode, et je lui ai laissé le choix du sujet. Il m'a suggéré comme sujet de parler de l'intérêt des aliments diététiques. Donc des aliments qui ont une visée particulière pour certaines affections. Donc la première question, ça va être pourquoi est-ce que tu avais envie de parler de ce sujet, Sébastien ? Alors, c'est un sujet qui peut souvent prêter un peu à controverse parce qu'on entend de plus en plus de personnes dire que ces aliments n'ont pas vraiment d'efficacité, que c'est pas nécessairement prouvé. Et donc là, j'avais envie un petit peu aussi de rappeler tout ce qu'il y a derrière ces aliments diététiques. D'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue réglementaire, et aussi pour essayer de voir que on peut arriver à reconnaître ces aliments diététiques d'autres aliments qui quelquefois essaient d'avoir l'apparence d'un aliment diététique, mais qui en fait ne le sont pas. Moi, ça m'intéresse cette histoire d'aliments qui essaient de se prétendre diététiques et qui n'en sont pas, et que tu aurais une méthode pour démasquer. Alors déjà, la première chose, c'est de ne pas se fier uniquement au nom. Ou en tout cas, quand on tombe sur une marque, on va dire un petit peu suspecte, ou une marque un petit peu hors de ce qu'on a l'habitude de voir, de se dire, faut peut-être pas aller juste voir le Joint and Mobility qu'on voit sur la devanture du paquet, mais essayer d'aller chercher en fait des éléments qui vraiment nous indiquent que c'est là pour traiter d'une maladie. Typiquement, si on prend les aliments pour l'arthrose, donc ça rentre dans le cadre de la directive 38-2008. Donc il y a une directive européenne qui liste toutes les indications que peuvent avoir les aliments diététiques. Et elle liste les indications, mais aussi les conditions. Alors, la première chose à faire, parce que c'est quand même assez difficile de connaître l'ensemble de la directive, c'est de se dire que un aliment qui est là pour répondre à une affection, à un moment, il doit y avoir le nom de l'affection. Et quand on voit un titre type Joint and Mobility, donc qui de l'anglais, ça veut dire articulation et mobilité, là, dans notre inconscient, et c'est d'ailleurs pour ça que le marketing a choisi ce nom, on pourrait se dire mais c'est un aliment pour l'arthrose. Sauf que quand on lit les petites lignes, et il faut toujours lire les petites lignes, ça nous parle d'articulation, ça nous parle de bonne santé, mais jamais ça ne nous parle d'arthrose en tant que telle ou de pathologie. Et donc là, c'est vraiment un petit peu le double discours qu'il peut y avoir entre le marketing qui dit oui, ça va bien marcher. D'ailleurs, il y a aussi un autre élément qui trompe rarement, c'est que c'est souvent à peu près 2 fois moins cher, à 30% moins cher qu'un vrai aliment diététique. Ce dont Sébastien nous parle ici, ce sont les aliments qui essayent de vous faire croire que ce sont des aliments diététiques par leur marketing, qui vont utiliser des termes qui vont vous faire penser que cet aliment va traiter l'affection de votre animal, alors que ce ne sont pas des aliments diététiques à proprement parler. Donc dans l'exemple ici, un aliment qui s'appelle Joint and Mobility, qui pourrait vous faire penser que c'est un aliment formulé pour l'arthrose, mais qui dans sa description n'utilise que les termes de santé articulaire et jamais d'arthrose. Ces aliments-là ne sont pas des aliments diététiques spécialement formulés pour traiter une affection. L'autre élément, mais là ça demande un petit peu plus de recherche, c'est d'aller regarder un petit peu la directive. Elle est assez simple, c'est un tableau où d'un côté il y a toutes les indications et de l'autre il y a toutes les conditions à remplir pour avoir ces indications, et de regarder les éléments qu'il est nécessaire
d'ajouter pour avoir cette indication. Dans le cadre de l'arthrose, il est nécessaire d'avoir une quantité particulière de PA. Donc le PA, c'est un des oméga 3, c'est un oméga 3 à chaîne très longue qu'on trouve principalement dans les huiles de poisson. Et c'est un ingrédient qui n'est pas si anodin à ajouter parce qu'il a la particularité de s'oxyder assez facilement. Ce qui fait qu'un aliment mobility qui n'est pas vraiment l'indication a peu de chances d'ajouter cette EPA parce que 1, ça coûte cher, et 2, derrière il faut penser toute la formule pour éviter l'oxydation. Et donc là on regarde la quantité minimale qu'il doit y avoir de PA et on cherche sur le paquet si cette quantité minimale est respectée. L'autre élément, et ça c'est aussi souvent qu'on le voit dans ces aliments d'e-mobility, c'est que souvent ils vont essayer de toucher à d'autres éléments de nutrition qui ne sont pas prouvés. Typiquement, ici, ça va être l'utilisation de chondroïtine et de glucosamine, qui, sur l'aspect nutritionnel, chez le chien, n'est pas du tout prouvé. Par contre, ont quelque chose de très pratique dans un aliment un petit peu entrée de gamme, c'est que ce sont des poudres qui ne coûtent pas très cher et qui sont très simples à ajouter à l'alimentation parce que assez amorphes. Donc en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a un règlement européen qui fait la liste de ce qu'on a le droit de se prévaloir comme indication. Par exemple, si on veut dire que c'est pour l'arthrose, on a le droit parce que c'est dans le règlement européen, mais si on veut dire que c'est un aliment qui traite le cancer, on n'a pas le droit parce que c'est pas écrit dans le règlement européen. Voilà, donc ça aussi c'est l'autre problématique, c'est qu'on a certains aliments qui se prévalent de traiter des affections qui en fait n'ont aucune indication, ils n'ont même pas le droit de le dire. Donc là, c'est tout ce qui est prévention de maladies. On n'a pas le droit de mettre prévention de maladies si ce n'est pas dans ce règlement. Donc prévention, alors on retrouve souvent prévention du cancer, quelquefois aussi prévention de l'inflammation. Donc là aussi essayer de voir un petit peu et de se dire un peu quand c'est trop gros, c'est-à-dire typiquement l'aliment qui guérit de tout, qui prévient de tout, faut se dire que si c'était vrai derrière, on l'utiliserait et on essaierait de voir un petit peu ce qu'il y a dedans, y compris en humaine. Donc dans ce règlement, il y a ce qu'on a le droit de dire et il y a après, si on le dit, ce qu'on doit respecter pour le dire. Donc par exemple, si la quantité, pour un aliment mobility, là, la quantité de PA elle est écrite dans le règlement, et du coup elle doit être affichée sur le paquet. On peut aller voir sur le paquet, ça doit être écrit la quantité de PA. Oui, elle doit être, on doit pouvoir le voir. De toute façon, le principe est que dès qu'on dit quelque chose sur un paquet, on doit pouvoir le prouver et le vérifier. Donc ça, même s'il y a des aliments qui sont un petit peu hors de cette réglementation, ils doivent, s'ils disent quelque chose, ils doivent derrière pouvoir le prouver et apporter aux autorités les éléments pour qu'on puisse notamment le vérifier. Et donc là, ce dont tu nous parlais, c'est peut-être un peu les aliments de grande surface qui se revendiquent toujours un peu sécurité urinaire ou des choses comme ça. Donc ils revendiquent des appellations qui sont des appellations diététiques sans être vraiment des aliments diététiques. Et tu nous dis un peu de se fier aussi au prix, c'est-à-dire que si c'est 2 fois moins cher que l'aliment diététique, c'est certainement que c'est que du marketing et qu'en fait il n'y a pas les raisons nutritionnelles derrière qui font que ça pourrait faire de la prévention urinaire, par exemple. En effet. Quelles sont les preuves que vraiment ça marche, que par exemple un aliment d'arthrose, ça a vraiment une efficacité et c'est vraiment ce qu'il faut donner sur un chien arthrosique? Alors, il y a 2 éléments. Déjà, avant de pouvoir être dans cette réglementation, il faut qu'un dossier soit instruit avec des preuves pour dire, par exemple, dans le cas de l'arthrose, on a des aliments qui marchent, mais en plus, il faut pouvoir dire pourquoi ils marchent, pour justement pouvoir construire la réglementation sur ça. Si on prend un autre type d'affection qui est la maladie rénale chronique, sur la maladie rénale chronique, là, on a défini notamment des taux de phosphore
maximum parce que on a montré que avoir ces taux de phosphore plus faibles permettait derrière de diminuer l'évolution de la maladie et d'augmenter l'espérance de vie des animaux qui en étaient atteints. Donc tous ces aliments vraiment diététiques qui ont des appellations contrôlées par la réglementation européenne, il y a des preuves solides de leur efficacité, en fait, des preuves scientifiques. Oui. Par exemple, en France, ça va être pour l'Europe, la France, par exemple, un fabricant français peut aller voir l'ANSES, dire voilà, j'ai une nouvelle indication que je voudrais développer, et dire voilà, mon indication, elle se compose de ça, donc j'ai telle substance active, j'ai tel nutriment en plus que j'ajoute dans mon aliment. Alors attention, ça doit être un nutriment ou un complément alimentaire, ça ne peut pas être un médicament. Ça, c'est formellement interdit d'avoir des aliments médicamenteux comme ça en grande distribution. Donc il dit par exemple j'ajoute telle quantité de PA ou j'ai supprimé telle quantité de phosphore dans mon aliment et j'ai montré par des études cliniques que ça marchait. Donc ça c'est le premier point. Mais il y a un deuxième point, c'est que certains fabricants en plus font des études sur leurs propres produits pour montrer que leurs produits fonctionnent aussi. Et ça, c'est la grande différence aussi qu'il faut bien comprendre avec un médicament. C'est qu'un médicament, chaque médicament, dès qu'on va en trouver dans le commerce, il y a eu une étude clinique sur ce médicament-là qui a été faite. Dans le cadre des aliments, c'est pas du tout obligatoire. Il y a une première étude générale qui est faite, qui permet de montrer que justement modifier tel ou tel nutriment et tel ou tel apport a un intérêt, mais derrière il y a aussi un intérêt à ce que chacun des acteurs vérifie son aliment, parce que c'est un aliment complet et complexe, et montre que justement ils répondent bien aux objectifs, et derrière il y a aussi certaines études qui montrent que tel ou tel aliment est un peu supérieur au reste du marché. Donc en gros, pour se prévaloir par exemple de dire moi mon aliment il traite l'arthrose, faut juste répondre au cahier des charges du règlement, mais ce que tu nous dis c'est mieux vaut se fier aux pet fooders qui en plus ont fait des études et peuvent nous dire voilà, moi j'ai étudié mon aliment sur des animaux et je peux vous prouver par ces études qu'il a une efficacité au moins aussi bonne que celle qui est demandée par le règlement, voire mieux. Voilà, on peut se fier aux pet fooders, mais surtout il faut demander au pet fooder les études qu'il a fait et vérifier en fait que ces études sont aussi de bon niveau scientifique. C'est-à-dire si c'est une étude interne, c'est très sympathique, c'est un petit peu mieux que rien, mais c'est pas ça qui est le meilleur niveau. Si c'est un poster en congrès, déjà c'est un peu plus élevé. Si c'est un article publié dans un journal avec une revue par les pairs, là c'est un petit peu le gold standard scientifique et c'est un peu ce qu'on recherche. Et derrière, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué de lire toutes ces études, et c'est pour ça que on forme, notamment dans les écoles vétérinaires, les vétérinaires à lire ces études qui en plus souvent sont en anglais, et à voir un petit peu d'autres critères de qualité pour aller un peu plus loin. Parce qu'une étude en interne, c'est-à-dire qu'on peut un peu en quelque sorte écrire ce qu'on veut. Dans un poster, dans un congrès, ça va être quand même relu avant d'être validé comme poster, donc il y a quand même déjà un premier niveau de vérification. Et après, dans un journal scientifique, il y a vraiment plusieurs relecteurs qui évaluent la solidité scientifique de la chose. C'est pour ça que tu les classes dans cet ordre-là. Oui. Et en plus, dans un poster ou une communication orale en congrès, souvent la seule chose qui est jugée, c'est l'abstract. Donc il y a une page d'information, pas plus. Dans un article, dans les différents échanges qu'il y a entre ceux qui analysent justement l'article et l'auteur, ils vont souvent demander à avoir un peu plus d'informations. Quasiment tout est décrit, comment ont été sélectionnés les animaux aussi pour éviter qu'il y ait des biais, et quand il y en a, pour bien les marquer. Parce que aussi, il faut se méfier d'une chose, une étude sans biais, ça n'existe pas. Oui, donc c'est jamais parfaitement impartial, et il y a toujours des choses qui font que c'est...
faut faire une étude critique, quoi. On ne peut pas prendre un résultat d'étude pour argent comptant, il faut toujours se dire que c'est à mettre en perspective. Voilà, c'est toujours à mettre en perspective. Il n'y a aucune étude, vraiment, j'insiste sur ça, qui soit parfaite, mais derrière, une étude, on va dire, revue par les pairs, ça permet justement de détecter un petit peu les imperfections et de pouvoir les mettre, comme tu le dis très bien, en perspective pour pouvoir juger est-ce que là c'est intéressant ou pas. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous faire la liste de ce que la réglementation européenne autorise comme allégation d'aliments diététiques ? Alors, il y en a une vingtaine. Alors, on va retrouver beaucoup, en fait, tout ce qui est urolithiase. Donc ça, rien que sur les urolithiases, il y en a en tout 5, donc prévention des calculs de struvite, dilution et dissolution des calculs de struvite, prévention des calculs d'oxalate, prévention des calculs de cystine, prévention des calculs d'urate. Ensuite, on a toute une catégorie aussi avec aliments complets, mais aussi compléments alimentaires sur la maladie rénale chronique. On a tout l'aspect digestif, où là aussi ça se met en plusieurs parties avec les aliments qui sont uniquement un peu plus digestibles, ceux avec un petit peu moins de matière grasse, ceux pour faciliter aussi la convalescence. On va voir tout l'aspect aussi aliments diabétiques, aliments pour des insuffisances hépatiques, insuffisance aussi pancréatique. Bon, comme on en a déjà aussi un peu discuté, aliments pour tout ce qui est problème d'arthrose, et on va aussi avoir les aliments pour tout ce qui est perte de poids. D'accord, donc en dehors de ça, on ne peut pas faire d'allégation médicale. Et après, on a aussi les aliments que j'ai oubliés pour hypersensibilité, par exemple, à un ingrédient. Et par exemple, les aliments qu'on dit hyperdigestibles, comment on va prouver que cet aliment hyperdigestible, il va être mieux toléré digestivement ou plus digestible justement que la référence standard que l'adulte, quoi. Alors là, souvent, ça va être, on va demander aux fabricants de mettre des ingrédients et d'avoir un process qui soit un peu plus hautement digestible. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas défini dans la réglementation un pourcentage de digestibilité pour ces aliments. Alors, il y a quand même une raison à cela, c'est que quand on fait un pourcentage de digestibilité, on le fait sur un individu sain. Or, derrière, nous, quand on utilise un aliment hyper digestible, on le met sur un individu qui, derrière, est malade. Or, la digestibilité varie quand on est malade en fonction de la maladie, mais aussi en fonction du nutriment qu'on regarde. Donc c'est pour ça que ces aliments hyper digestibles sont certes un petit peu plus faciles à digérer sur un individu sain, mais ce qui est extrêmement important à regarder derrière, c'est la composition un petit peu plus précise pour savoir justement en fonction de mon affection, quels sont les nutriments qu'il faut que je privilégie. Donc ça, c'est aussi des décisions qu'il ne faut pas prendre seul, c'est des décisions sur lesquelles on forme les vétérinaires pour dire, par exemple, avec certaines affections type une lymphangectasie exsudative avec perte de protéines, donc qui est une affection qui donne des diarrhées, là, je vais certes vouloir un aliment qui soit hyper digestible, mais en plus, je veux un aliment avec peu de matière grasse. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que même s'ils ont tous le même titre, par exemple, hyper digestible, ils ne sont pas tous équivalents. On ne peut pas intervertir un hyper digestible d'une marque et d'une autre. Pas du tout. Quand on prescrit un aliment, il y a un choix derrière, il y a un choix, il y a une sélection qui est faite par le vétérinaire en fonction de la maladie. Et même, il m'arrive quelquefois de dire, là, on va changer de marque en conservant un petit peu quasiment le même titre, mais faut bien expliquer derrière qu'il y a une raison à cela, c'est que l'aliment en lui-même est un peu différent. Donc passer d'un hyperdigestible d'une marque à un hyperdigestible d'une autre marque, ou d'un rénal d'une marque à un rénal d'une autre marque. Voilà.
parce que l'évolution de la maladie ou parce que aussi quelquefois les hypothèses diagnostiques qu'on a fait dans un premier temps ne sont plus les mêmes et on avait vu que on était arrivé au bout de ce qu'on pouvait obtenir de cet aliment. Ce que nous avons appris aujourd'hui avec Sébastien est que les aliments diététiques sont réglementés. Seules certaines affections peuvent être ciblées par des aliments et ceux-ci doivent alors respecter un cahier des charges précis. Certains aliments tentent par leur marketing de vous faire croire qu'ils sont des aliments diététiques et qu'ils pourront cibler l'affection dont souffre votre animal, alors qu'ils ne répondent pas au cahier des charges du règlement européen. Pour les éviter, il faut regarder leur description qui doit mentionner l'affection dont est atteint votre animal et regarder leur prix. S'il est inférieur aux aliments diététiques classiques, il faut se méfier. Pour pouvoir devenir des aliments diététiques, les adaptations mises en œuvre doivent avoir fait la preuve de leur efficacité. Donc on peut être sûr que les aliments diététiques fonctionnent. Cependant, il est toujours préférable de choisir un aliment qui a prouvé son efficacité en lui-même dans une étude publiée dans une revue à comité de lecture. Enfin, il faut retenir que si les aliments diététiques sont tous efficaces, ils ne sont pas tous équivalents ou interchangeables. Il est alors très important de respecter la prescription que votre vétérinaire a faite pour votre animal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter et le partager autour de vous. Merci à vous et à bientôt pour un nouvel épisode de La Truffe dans la Gamelle.